Nicolas Sarkozy est donc de retour dans ce studio. Il est 8h22. Merci d'être resté avec nous, Nicolas Sarkozy. Vous allez dialoguer en présence d'Elisabeth Martichoux avec nos auditeurs. Et la première personne qui vous interroge et qui nous a appelé au 3210 est Régis, qui nous appelle de Paris. Bonjour Régis. Bonjour mon cher Yves Calvi et Madame Martichoux également. Monsieur le Président, je vous salue comme il se doit. Merci Régis. Je vous appelle et je vais faire très court parce qu'on n'est pas tout seul au standard. Je voudrais vous dire simplement qu'en 2007, vous m'avez fait rêver. Comme 8h81, j'avais tout juste 18 ans, vous m'avez fait rêver. En 2012, j'étais perplexe, je suis quasiment tombé de l'armoire. Vous n'avez pas vu toutes les élections pour 2008 et 2012. Donc on vous entend très mal, excusez-moi, je vous interromps Régis, vous devez tenir votre téléphone de façon un petit peu différente. Donc on en était resté à... Vous m'avez fait rêver en 2007 et en 2012, je suis tombé de l'armoire, hein, je résume. Oui, voilà. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Excusez-moi. Oui. Alors, je disais simplement qu'on a perdu en plus toutes les élections pour 2008 et 2012. Donc, ça m'a pas donné envie de voter pour vous en 2012, je vous le cache pas. Alors, faites-moi rêver en 2017. Et moi, je vais vous dire une chose. Si vous me faites rêver dans votre programme, non pas pour parler du Burkini, mais pour parler de plein d'autres choses positives, parce qu'il n'y a pas 64 millions qui sont à la rue dans ce pays, tout va bien quand même quelque part, pas tout va mal, eh bien, je voterai pour vous entre le 20 et le 27 novembre. Sinon, je serai comme beaucoup de gens, j'irai à la pêche. Parce que si c'est pour faire les mêmes discours, avoir les mêmes façons de faire que depuis ces dernières années, c'est même pas la peine de penser qu'on ira voter pour vous. Je crois qu'on a bien compris. On a compris aussi que vous étiez visiblement sympathisant de droite ou des Républicains ex-UMP. On écoute la réponse que fait Nicolas Sarkozy à votre question. D'abord, bonjour Régis, merci de nous avoir téléphoné, ce qui montre que tout espoir n'est pas perdu. Et merci de la passion que vous mettez, parce que je sens derrière votre voix que la politique, ça vous passionne et que vous demandez qu'une seule chose, c'est comment on met la clé pour repartir. Je voudrais vous préciser une chose, on n'a pas perdu toutes les élections entre 2008 et 2012. Je vous rappelle les élections européennes qu'on a gagnées. Souvenez-vous, le score du Front National aux élections européennes, j'étais à l'époque président de l'Union Européenne, j'avais conduit une politique européenne tout à fait différente. Le Front National était tombé, si mon souvenir est exact, aux alentours de 6-7%, et le parti politique qui était le mien était le premier, c'est un détail. La question, Régis, n'est pas de faire rêver. Faire rêver pourquoi? Pour vous endormir? Vous n'avez pas besoin d'une cuillère de terre à laine. La question, c'est de décrire la réalité que vivent les Français. Je ne pense pas qu'il y ait une identité heureuse aujourd'hui. Parce que 6 millions de chômeurs, ça va peut-être bien pour tous les autres, mais 6 millions de chômeurs, alors que c'est le plein emploi en Allemagne, que c'est le plein emploi en Grande-Bretagne, que c'est le plein emploi aux États-Unis, on peut s'en sortir si on met en œuvre une autre politique économique. Vous faire rêver, ça veut dire quoi? Les familles qui ont besoin d'un emploi familial pour garder un gosse handicapé, pour garder des parents qui sont dépendants, ne peuvent plus embaucher d'emploi familial parce que les charges sont tellement lourdes qu'ils doivent payer des impôts dessus, qu'ils ne peuvent plus s'appuyer là-dessus. Je veux la suppression totale des charges sur tout emploi familial. Quant aux classes moyennes, et sans doute Régine, vous faites partie de ces classes moyennes qu'on pourrait définir comme vous êtes trop pauvre pour être riche et trop riche pour être pauvre, ils ont été matraqués d'impôts, ils travaillent toute la journée et à la fin du mois, ils se demandent comment ils vont laisser quelque chose à leurs enfants. Bon, je veux changer ça, pas pour faire rêver, mais parce que ce qui marche dans les autres pays, ça peut marcher pour la France. Moi, je ne me résous pas au déclassement de la France. On va, si vous le voulez bien, en remerciant Régis, tourner cette page et donner la parole au plus grand nombre d'auditeurs. J'ai remarqué que vous venez de donner un coup de patte à l'identité heureuse, qui est quand même un des slogans d'Alain Juppé. Oui, mais pardon, c'est un débat. Ça, c'est un débat. On peut être d'accord ou pas. Est-ce qu'on a le droit d'avoir l'identité? Est-ce qu'elle est heureuse ou est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est un débat de fond. Une campagne, Yves Calvi, c'est pour débattre. C'est pas pour s'attaquer. Donc vous trouvez ça ridicule? L'idée de l'identité heureuse. J'ai pas dit. Je ne l'avais pas dit, mais moi je l'ai entendu comme tel. Bon, alors je m'en excuse, je n'ai pas dit comme ça. L'identité heureuse, c'est pas mon avis, c'est pas pour ça que je dis que les idées des autres sont ridicules. Bonjour Denis. Ridicule est trop, Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour. Content de vous avoir. On entend beaucoup de votre programme que c'est répétitif, mais en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de programmes génériques et on n'a pas la même molécule. Vaut mieux la vôtre. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi le prix du lait, comme de la viande, est le plus bas en France. Il y a en Russie, tout ça, le prix est plus élevé. L'Europe pourrait pas faire quelque chose pour ça, parce qu'on a nos éleveurs et nos producteurs de lait qui meurent à petit feu, là. Et en fait, votre question, Denis, est de savoir si Nicolas Sarkozy a des idées très précises pour sauver nos producteurs de lait, je l'imagine. Voilà, avec un prix de lait unique et un prix de viande unique. Il vous répond sur l'antenne d'RTL et en direct. Bon, Denis, bonjour. Si nous ne faisons rien, dans 10 ans, c'est l'ensemble de notre élevage et de notre agriculture qui s'effondre.
Je vais essayer d'être très franc et très clair. Je ne crois pas à la possibilité de fixer un prix unique administratif. Pourquoi ? Parce que du monde entier arrive de la viande et du lait, sauf à nous enfermer derrière une sorte de ligne Maginot, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? 2 choses. La première, il faut baisser massivement les charges qui pèsent aujourd'hui sur nos producteurs, c'est vrai pour l'agriculture comme pour l'industrie, pour les mettre à égalité de compétitivité. Savez-vous que nous payons entre 25 et 50% de charges de plus par rapport aux agriculteurs espagnols, aux agriculteurs allemands ? Le mois de juillet 2017, je souhaite une baisse de 34 milliards d'euros des charges pour permettre à nos entreprises agricoles d'être en capacité de lutter à armes égales contre la concurrence. Deuxièmement, il faut un meilleur partage de la valeur. Les prix versés aux producteurs sont trop faibles et les prix payés par les consommateurs sont trop élevés. Il faut que l'État soit aux côtés des producteurs dans le dialogue qu'ils ont avec les 6 grands de la distribution pour rétablir l'équilibre des forces. Il y a des leviers pour l'imposer, parce que là, le gouvernement, lui, reconnaît qu'il ne peut pas demander, il ne peut pas faire plus que de demander et d'obtenir plus. Elisabeth Martichoux. On a compris que sa politique, c'était on ne peut pas faire plus. Le levier, c'est quoi ? Ça porte un nom, c'est la contractualisation. C'est-à-dire qu'on s'engage sur le long terme entre les producteurs et les distributeurs pour garantir un prix contractualisé entre le vendeur et le producteur, pour lisser les effets. J'ajoute un dernier point, je souhaite modifier la fiscalité des exploitations agricoles en permettant à toutes les exploitations agricoles de France de pouvoir lisser sur 5 ans les déficits et les bénéfices, un peu comme on le fait pour les auteurs, parce que l'activité agricole est une activité aléatoire en fonction du temps, de la récolte. Il faut permettre à chacun, au lieu d'avoir une provision pour aléa qui ne marche pas aujourd'hui, de lisser sur 5 ans pour leur permettre de payer leurs charges et d'assurer une concurrence efficace. Nicolas Sarkozy, on va donner la parole maintenant à un petit patron. On remercie Denis, enfin petit patron, un chef d'entreprise, mais qui, je crois, souhaite vous interroger justement sur ces chefs de petites entreprises françaises. Bonjour Manuel, Nicolas Sarkozy vous écoute. Bonjour M. Calvi, bonjour M. Sarkozy. Bonjour Manuel. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui dans une société de transport routier. Vous savez, un métier qui va très mal aujourd'hui grâce à cette Europe, surtout l'Europe de l'Est. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'inquiète personne, c'est-à-dire que on enlève les emplois en France pour faire travailler ces gens-là. Aujourd'hui, les querelles entre les uns et les autres, les politiciens, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, j'aimerais aujourd'hui avoir quelqu'un qui va se présenter aux prochaines élections, qui nous propose la baisse du chômage, des solutions, qui nous propose, moi j'aimerais bien pouvoir éventuellement embaucher encore des jeunes, mais augmenter le salaire des salariés qui sont aujourd'hui. Vous interrogez Nicolas Sarkozy sur la baisse des charges. Je crois que je vous ai compris, Manuel, si vous m'autorisez à résumer votre pensée. C'est bien ça ? C'est un peu un tout, parce qu'aujourd'hui, on a une concurrence qui à la limite est presque déloyale par des grosses sociétés, et que personne ne dit rien, aucun gouvernement n'est inquiet, quoi. Donc, ma question, c'est, M. Sarkozy, en plus, il a été 5 ans président de la République. Qu'est-ce qu'il nous donne aujourd'hui de plus? Qu'est-ce qu'il nous a donné pendant ces 5 ans-là? Alors, baisse des charges en relation avec la concurrence européenne et en particulier les entreprises d'Europe de l'Est. Vous savez que dans le transport routier, c'est effectivement en tout cas une difficulté, notamment en termes de concurrence, qui d'ailleurs a des points de contact avec ce que vous nous disiez il y a quelques instants concernant les producteurs de lait. Hein. Oui, bonjour Manuel. Le secteur des transports routiers est l'un des secteurs les plus soumis à la concurrence et notamment à la concurrence déloyale. La première initiative que je souhaite prendre, c'est une initiative franco-allemande pour refonder de A à Z l'Europe telle que nous la connaissons. Pour répondre à la question de Manuel, on ne va pas faire tout, balayer tout. Je veux dire juste une chose. Nous n'avons pas fait l'Europe pour avoir une concurrence déloyale. Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, je veux qu'on mette un terme au statut des travailleurs détachés, qui est une violation de la concurrence loyale. Deuxième exemple, il ne sert à rien d'interdire un certain nombre de produits en Europe, notamment les produits OGMisés, et continuer à importer en Europe des produits qui sont OGMisés venant de l'extérieur. Je ne veux plus qu'on interdise à nos producteurs de faire un certain nombre de choses et qu'on continue à importer en Europe des produits qui n'obéissent à aucune des règles que nous faisons respecter. Vous prenez la taxe carbone, je ne veux pas une taxe carbone en France, je veux une taxe carbone aux frontières
de l'Europe. Troisième élément, sur les charges, je l'ai dit, Manuel, vous m'entendez bien, dès juillet 2017, nous enverrons 2 projets de loi. Un projet portant réduction des dépenses publiques de 100 milliards et un projet portant baisse des impôts et notamment des charges de 34 milliards d'euros. 34 milliards d'euros, ça ne s'est jamais fait. Enfin, je voudrais vous dire 2 choses. On va modifier le droit social pour autoriser le licenciement économique en interdisant aux juges de porter un jugement en opportunité sur les conséquences de la perte ou pas pour vous, Manuel, d'un marché. Simplement, il pourra décider en légalité, est-ce que vous avez perdu le marché? Et dans ce cas-là, vous avez le droit de licencier. Et dernier point, nous allons libérer les possibilités de temps de travail dans votre entreprise, Manuel, avec vos salariés. Vous déciderez par un référendum d'entreprise quelle est la durée de temps de travail. C'est valable pour la durée hebdomadaire comme pour le travail le dimanche. Avec ça, me semble-t-il, Manuel, nous répondons à la question de la concurrence déloyale et à la demande de souplesse qui est la vôtre, écrasée de charges, de réglementations multiples et diverses. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres auditeurs. Nicolas Sarkozy, bien entendu, cet argent que vous soustrayez alors à nos impôts ou aux charges de nos entreprises pose un problème tout simplement sur le train de vie de l'État, au sens le plus large. On y reviendra certainement un petit peu plus tard. Et dans quelques instants... Yves Calvi, ce n'est pas une profession de foi libérale. Si nous ne faisons pas ça... Je vais pas prononcer le mot. Oui, bien sûr. Si nous ne faisons pas ça, ce qu'il faut bien comprendre, ce que nos 2 éditeurs doivent comprendre, si nous ne faisons pas ça, la France ne restera pas une terre de production. C'est ça qui est en jeu. Pas simplement pour l'agriculture, pour l'ensemble de l'industrie. A tout de suite sur l'antenne d'RT. Avant de redonner la parole à nos auditeurs, Nicolas Sarkozy, une question. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, dans les colonnes du Parisien, ce matin annonce qu'il y aurait dans notre pays et dans nos écoles 600 élèves fichés S. 600 élèves fichés S. Que fait-on d'eux? Bon, s'agissant des fichiers S, comme celui qui a égorgé ce malheureux prêtre, je souhaite qu'on applique un principe de précaution. C'est-à-dire que tous les fichiers S fassent l'objet d'une étude approfondie. Et ceux sur lesquels nous avons des craintes justifiées, je souhaite qu'on les mette en rétention administrative et qu'on les adresse à des centres de déradicalisation. C'est pas tout de noter qu'il y a tel ou tel qui est devenu radicalisé. Qu'est-ce qu'on en fait? Pour ceux qui sont les plus dangereux, on les met en rétention administrative parce que le principe de précaution s'applique aussi pour la sécurité des Français. Et pour le moins, on crée et on ouvre des centres de déradicalisation pour essayer de remettre notamment ces plus jeunes dans le chemin de la normalité et ne pas les laisser avec ces idées folles dans la tête. Donc mineurs, pardonnez-moi, comme majeurs. 18 mois après Charlie et l'hypercachère, il n'y a toujours pas une place dans un centre de déradicalisation. Mineurs comme majeurs, dans les 2 cas. Bon, si vous savez, mineurs comme majeurs, quand on voit un certain nombre d'attentats qui sont faits par des très jeunes, la radicalisation est aussi préoccupante quand on a 15 ans que quand on en a 19. Bonjour Baguera, vous nous appelez de Condé-en-Brie dans le département de l'Aisne et Nicolas Sarkozy écoute votre question. Oui, bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Sarkozy, bonjour Madame Martineau. Bien, donc nous avons notre président Monsieur Hollande qui nous dit que la France est en état de guerre, la cause en étant évidemment à la montée de l'intégrisme islamique, due à la non-carchérisation des banlieues que vous n'avez pas fait, et vous avez supprimé les renseignements généraux ainsi que les tribunaux militaires qui pourraient régler effectivement la prise en charge de tous ces prisonniers islamistes plutôt que de les mettre dans nos tribunaux dits civils. Alors, que ferez-vous si vous êtes élu, Monsieur Sarkozy? La question, je pense que c'est aussi pourquoi avez-vous supprimé les tribunaux militaires et les renseignements généraux? Et je résume la pensée de Baguera. Pardon, je ne me souviens pas d'avoir supprimé les tribunaux militaires. Les tribunaux militaires étaient d'ailleurs pour les militaires, et je ne vois pas ce que ça vient faire là-dedans, si Baguera me le permet. Quant aux renseignements généraux, je n'ai pas supprimé les renseignements généraux. J'ai supprimé les renseignements généraux qui faisaient des notes blanches sur les uns et sur les autres, et notamment sur leur vie privée. J'ai supprimé les renseignements généraux dans la surveillance syndicale et politique. Et j'ai créé un système beaucoup plus efficient de rassemblement entre la DST et les renseignements généraux, parce qu'on a besoin d'un seul service de renseignement qui collecte l'ensemble des renseignements. J'observe qu'entre 2002 et 2012, nous avons eu un attentat, celui de Mohamed Merah, qui était particulièrement inadmissible. Je ne crois pas que vous ayez eu à souffrir de problèmes de sécurité majeurs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que le passé, c'est le passé. Je crois à la nécessité de créer les conditions d'une cour spéciale pour le terrorisme.
Prenez l'exemple dont je parlais il y a un instant, Baguera, de cet individu de 19 ans qui a fait 2 tentatives de djihad pour partir faire le djihad et qui a égorgé un malheureux prêtre de 84 ans. Il est passé devant un juge qui n'avait jamais vu un terroriste, qui n'était pas spécialisé pour cela, et qui a donc traité cet assassin comme un délinquant, du quotidien, alors que c'était déjà quelqu'un d'engagé dans la radicalité. Je pense qu'il faut une cour de sûreté terrorisme, comme le général de Gaulle d'ailleurs à l'époque avait fait une cour spéciale s'agissant des attentats à l'époque, rappelez-vous, de l'OAS. Je crois que cette affaire de terrorisme est suffisamment sérieuse pour que nous ayons des magistrats spécialisés. Ce ne sont pas des délinquants comme les autres. Il y a un lien entre la délinquance et le terrorisme, mais on ne peut pas les mettre entre les mains de magistrats spécialisés contre la délinquance et pas contre le terrorisme. Et c'est Jacques qui maintenant va vous interroger avec une question, je le précise, qui nous a beaucoup été posée aussi sur RTL.fr, Facebook et Twitter. Bonjour Jacques, Nicolas Sarkozy vous écoute. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Jacques. Toute l'équipe de RTL Matin. J'aurais une question, et Monsieur Sarkozy, parce que on est donc à la veille des primaires de droite, et il s'avère que ça risque d'être très, très serré. Et donc, si vous arrivez second, mais à quelques encablures de M. Juppé, ne seriez-vous pas tenté de vous maintenir seul? En aucun cas, Jacques. Il y a une règle, cette règle, elle s'applique. Vous savez, Jacques, la loyauté, c'est quelque chose d'important. Depuis que je me suis engagé dans la vie politique, je suis un combattant. Je suis un passionné. J'aime mon pays. Je prends tous les risques pour mon pays. Il y a une règle. Cette règle, il faut la respecter. La règle, celui qui sort premier rassemble tous les autres. Je rassemblerai tout le monde. Si ce n'est pas le cas, moi je ferai partie du rassemblement. Si vous perdez, juste une petite question, si vous perdez cette primaire, vous soutenez donc, vous venez de le dire, le candidat qui aura gagné, et après vous arrêtez la politique? Je vous ai dit une chose. Il y a une règle, je respecte la règle. Maintenant, vous venez de faire un sondage pour dire « Oh, ça va bien pour moi ». Alors, ne soyons pas dans les scénarios, dans les scénarii. Il y a une règle, cette règle, je la respecterai. C'est la question de Jacques. C'était bien ça. Absolument. Une dernière question de curiosité. Qu'est-ce que c'est que ce thé rouge qui est sur le thé du titre de votre livre, Tout pour la France? Mais je me suis dit, je fais un livre. J'y mets tout dans ce livre, Tout pour la France. Et puis la première émission de radio que je vais faire, c'est avec Monsieur Calvi. Il faut bien que je l'intéresse. Donc il faut bien qu'il me pose une question forte. Donc j'étais sûr qu'en posant ce thé rouge, voilà. Monsieur Calvi, qui a des chemises de couleur extraordinaires, les auditeurs ne le voient pas, me posera la question. Je vais vous dire un secret. Ce tout, je l'ai mis en rouge parce que au deuxième tour de la primaire, il y a une chance pour que ça soit un tout qui devienne un tous. Et je le mettrai en rouge aussi. Nicolas Sarkozy, vous restez avec nous pour suivre cette revue de presse. Et ensuite, bien entendu, Laurent Gérard, qui sera ravi ce matin de vous croiser. À tout. 8h43 sur RTL. On retrouve bien entendu la revue de presse avec Aline François. Et dans les journaux ce matin, choc thermique. On en a fini avec la canicule, on en a fini avec les vacances, mais nostalgie, quand tu nous tiens, ce matin, on a envie de lire d'abord les journaux des vacances, vous savez, ceux qu'on lit à la plage quand on a la chance d'y être. Et là, on a eu un coup de chaud avec Corse Matin aujourd'hui, et l'incroyable histoire de Calacuccia, petit village de Haute-Corse, privé d'eau depuis mercredi dernier. Alors pas à cause des incendies ou de la sécheresse, non, mais parce que l'agent en charge de la maintenance du réseau hydraulique de la ville est en prison pour tentative d'homicide depuis une semaine. Et sa détention a confirmé ce que tous les villageois redoutaient. Charles Paccioni était bien le seul homme du coin à savoir faire fonctionner les vannes des châteaux d'eau qui alimentent le village. N'écoutant que leur courage et sans doute aussi un peu leur soif, les habitants du village ont tenté de pallier l'absence de Charles en allant ouvrir eux-mêmes les vannes. Sauf qu'ils ont par erreur vidé toutes les cuves. Du coup, les restaurants et les bars ont baissé le rideau parce qu'il n'y a plus d'eau. Les villageois se sont rués sur les packs d'eau minérale et sur la vaisselle jetable aussi, tandis que le linge n'est plus lavé. D'aucuns se diront que voilà ce qui arrive quand on confie le pouvoir à une seule personne. Et voilà qui nous amène bien entendu à la politique. Coup de chaud dans la campagne pour la primaire à droite. Où il est question aussi de linge sale. Rentrée politique, la température monte, titre l'Alsace. Juppé, Sarkozy, la bataille de la primaire est lancée, titre le Figaro. Mais c'est donc un autre homme qui monopolise tous les éditorialistes ce matin, François Fillon, alias le vengeur sartois,
qui a donc dégainé l'arme des affaires hier contre vous, Nicolas Sarkozy. Il avait annoncé qu'il allait casser la baraque. Il a tenu parole, constate Patrice Chabanet du journal de la Haute-Marne. François Fillon a sorti le gros flingue à 6 coups, écrit Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre. Pourquoi tant de haine ? Eh bien, pour Didier Rose, des dernières nouvelles d'Alsace, l'explication est claire comme de l'eau de roche. François Fillon cherche un moyen d'exister. Il tente donc le choc thermique. Puisque Juppé lui semble de l'eau tiède et Sarkozy un liquide en ébullition, Fillon choisit d'appliquer une douche froide, robinet de droite grand ouvert. L'heure de la vengeance est venue, écrit Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain, dans un édito intitulé « Même pas voilé ». La question posée par François Fillon, qui s'en réfère au général de Gaulle, c'est de savoir, écrit Pierre Fréhel, si Nicolas Sarkozy est digne de la magistrature suprême malgré la kyrielle d'affaires qui l'a concerné. Au fond, il n'a fait que claironner ce que beaucoup de Français pensent aussi. Son mérite est d'avoir brisé le non-dit sans ménager son propre avenir. L'avenir de l'islam de France également en une avec l'interview de Bernard Cazeneuve dans La Croix ce matin. Oui, le ministre de l'Intérieur s'y dit opposé à une loi interdisant le burkini car elle serait inconstitutionnelle. On en a parlé ce matin sur RTL. Et puis surtout, Bernard Cazeneuve précise les contours de la Fondation pour l'Islam de France. Il confirme officiellement que ce sera bien Jean-Pierre Chevènement son président. Elle aura vocation, cette fondation, à soutenir des projets dans l'éducation, la culture, l'engagement des jeunes. Budget 5 ou 6 millions d'euros. Financement exclusivement français à réunir auprès de mécènes, entreprises privées ou personnes physiques. La fondation bénéficiera aussi de deniers publics. Adossée à cette fondation, une autre structure sera mise sur pied sans que l'État soit cette fois-ci partie prenante pour financer la construction de mosquées et la formation théologique des imams. La France a plus que jamais besoin d'une relation apaisée avec les musulmans, dit Bernard Cazeneuve. Apaisée, c'est d'ailleurs un peu le mot du jour, puisqu'on le trouve aussi dans la bouche de Najat Vallaud-Belkacem, qui fait la une d'aujourd'hui en France Le Parisien. C'est sa dernière rentrée scolaire en tant que ministre de l'Éducation et elle rouvre les dossiers chauds, écrit le journal. Les conditions sont réunies pour que cette rentrée se passe de manière apaisée, dit la ministre. Bon alors, sauf qu'une grève pointe déjà le bout de son nez le 8 septembre. Réponse de Najat Vallaud-Belkacem. La réforme du collège, qu'on le veuille ou non, se fait. Mais surtout, en fait, dans le Parisien, ce qu'on notera, c'est l'édito de Frédéric Vézard, pour qui une conclusion s'impose. Ouvrez les guillemets. La jeune ministre à qui l'on prédisait les pires avanies a mené ses projets à bien. Elle n'a pas dégraissé le mammouth, mais elle le fait bouger. Son obstination a payé. On a eu beau chercher, on n'a pas trouvé un texte aussi élogieux sur la ministre de l'Éducation dans nos archives. Et c'est avec plaisir que nous avons retrouvé Adine François pour sa revue de presse quotidienne sur l'antenne d'RTL. Je fais un grand coucou à Laurent Gérard. Bonjour mon chéri. À Mademoiselle Jade. Monsieur Calvi. Ils sont avec nous dans un instant. RTL matin 8h47. MMA Business Entreprise exclusif avec l'assurance.